Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de The Free Agent spécial NHL, et on va parler aujourd'hui de la finale de la Stanley Cup. Le match 2 est cette nuit entre Tampa Bay et Montréal. Et puis pour parler de ça, j'ai mes habitués des patinoires et de la NHL avec moi, avec du coup Jordan. Ça va Jordan? Bonjour Charles, bonjour à tous, ça va super. Et puis Samuel, comment ça va? Bonjour à tous, salut. Alors, avant qu'on commence à parler de la finale de la Coupe Stanley et du Lightning et des Canadiens, petit retour sur un petit peu l'actualité de la nuit dernière et les divers trophées qui ont été décernés. Pas trop de surprises au final, les gars, sur les différents trophées? Non, c'était plutôt. Alors, on va un peu faire un récap des trophées, je dirais, majeurs. Donc, Connor McDavid a gagné le trophée Hart, qui est l'équivalent du MVP. Il avait déjà gagné le trophée Hart Ross, qui est celui du joueur ayant marqué le plus de points. Il sort d'une saison, on va dire, statistiquement exceptionnelle. Et on voyait mal comment, je crois que c'était Matthews et Kane, non, les concurrents, on voyait mal comment ils pouvaient ou Crosby, et on voyait mal comment, de toute façon, Oui, qui que ce soit d'autre puisse venir lui contester. Et d'ailleurs, je crois qu'il a été élu à l'unanimité. Donc bon. Exactement. Sans vote sur ça. Ouais, voilà. Ouais. Un plébiscite. Exactement. Et c'était le dernier joueur à avoir fait ça, du coup, c'était Wayne Gretzky. Donc ce qui pose un peu le cadre. Donc non, de ce côté-là, c'était pas une grande surprise. Alors pour le Vezina, donc celui du meilleur gardien, c'est Marc-André Fleury des Golden Knights. Alors sur sa saison au global, c'est pas très surprenant qu'il l'obtienne. Maintenant, avec tout ce qu'on a annoncé en début de saison, la signature de Robin Lehner, on n'était pas sûr qu'il soit numéro 1. Ouais. Qu'il soit numéro 1 exactement. Et même là, pendant les séries, son agent, Alan Walsh, qui était un agent de pas mal de joueurs et qui est connu pour son franc-parler, avait tweeté une photo d'une épée transperçant, transperçant Marc-André Fleury, en référence à Pete DeBoer qui avait préféré au début Robin Lehner. Voilà. Mais en tout cas, il a été récompensé. Il a réussi une bonne saison. Je pense que c'était pas le seul gardien qui avait très bien fait. On aurait pu aussi éventuellement parler de Helbig. On aurait pu aussi, je pense, mettre dans la conversation Sergei Bobrovsky. Mais Marc-André Fleury fait un très bon gagnant, en tout cas, je trouve. Samuel, toi, t'en penses quoi? Oui, évidemment, à aucun moment je conteste la victoire de Marc-André Fleury, mais il y a eu pas mal de critiques après l'annonce. Beaucoup de fans de hockey pensaient que Vasilevskiy avait aussi son mot à dire dans la course. Après, ça s'est pas joué à grand-chose au niveau des votes. Mais quand on voit par exemple les équipes All-Star, c'est Vasilevskiy qui est gardien sur l'équipe, dans la première équipe All-Star, Fleury dans la seconde. Ça s'est joué à pas grand-chose. Fleury méritait clairement le trophée. Et voilà, c'est tant mieux pour lui. Après un début de saison compliqué où il avait une place de numéro 2 et des playoffs
l'année passée qui ont pas été faciles pour lui, je pense, mentalement, c'est une belle récompense. Et deux autres trophées ont été décernés la nuit dernière, si je ne me trompe pas. Samuel, tu peux nous en dire un petit peu sur ces deux autres trophées? C'est ça, c'est ça. Il y a eu deux autres trophées. Donc, le trophée Norris du meilleur défenseur qui est parti à New York pour Adam Fox, le défenseur offensif des Rangers. Un choix qui a un peu fait grincer des dents, mais c'est le défenseur qui a marqué le plus de points cette saison. Donc, pour les votants, visiblement, ça a fait la différence. C'est probablement pas le meilleur défenseur de la NHL, mais il a fait une très très belle saison. On l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Mais c'est beau de voir un jeune de 23 ans capable d'aller chercher le trophée Norris quand on voit qu'il y a des Hedman, des Hamilton et des joueurs beaucoup plus expérimentés dans la course. Même Makar aurait pu y prétendre. Oui, aussi, oui. Et puis, il y a aussi évidemment Kirill Kaprizov qui est allé remporter le trophée Calder du rookie de l'année. Bon, il a 24 ans, mais c'est sa première saison à NHL et il a transformé complètement le jeu du Wild. Il leur a permis de goûter un peu en playoff. On attend d'en voir plus de sa part dès la saison prochaine. Mais en tout cas, là, il n'y avait pas trop photo. Bon, Jason Robertson, l'ailier de Dallas, a fait des belles performances cette saison par période. Mais personne ne pouvait aller chercher Kaprizov. Même les gardiens, Shesterkin, Nedeljkovic, n'ont pas assez été marquants pour aller le détrôner. Très bien. Donc des trophées qui suscitent un petit peu quand même quelques interrogations. On en discutait ce matin justement sur comment ils étaient décernés et sur quels critères aussi on s'appuyait. Et tu l'as souligné, Samuel, que les stats avaient peut-être plus d'importance que l'impact réel du joueur sur son équipe. Oui, non, c'est ça. Quand on voit un Fox qui est le meilleur défenseur de l'année, alors bon, les Rangers sont pas allés en playoff, c'est évidemment pas de sa faute, mais comparé à responsable. Oui, voilà, il est en partie responsable et comparé à Hedman qui est stratosphérique, même s'il a raté pas mal de matchs cette saison. C'est une discussion qui a lieu d'être. Après, voilà, il fait une très belle saison, ça on peut pas lui enlever, c'est sûr, et ça promet en tout cas à New York. Je sais que ça fera plaisir aux fans des Rangers, un très bel avenir. Exactement. Eh ben, transition toute trouvée puisqu'on parlait de Hedman. On va parler de cette finale de la Coupe Stanley qui a déjà débuté avec un premier match où le Lightning n'a pas laissé la moindre chance à Montréal, équipe surprise de ces playoffs qu'on n'attendait absolument pas à ce niveau-là de la compétition et qui s'est révélé au fur et à mesure. Je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie pour Jordan, mais voilà. Ensuite, donc victoire 5-1 du Lightning. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Jordan, je vais te laisser en parler en premier. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, un petit peu de cette première manche, même si bon, c'est peut-être un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur le long terme, mais le Lightning, je les ai sentis quand même très, très, très forts quand même. Alors oui, effectivement, c'est vrai qu'en effet, le Lightning a paru vraiment au-dessus et surtout en troisième tiers-temps où pour le coup, la différence en tout cas de niveau entre les deux effectifs s'est vraiment fait sentir et où Kucherov a pu, je dirais, montrer l'étendue de son talent. Maintenant, comment dire, je pense qu'il ne faut pas forcément s'arrêter au score qu'on a vu là en se disant bon, ça y est, c'est bon, le Lightning va mettre 4 buts d'écart à chaque fois et en 4 matchs, c'est plié.
Parce que cette équipe de Montréal, elle sait déjouer, elle sait comment dire, et elle sait battre des adversaires plus forts qu'elle. Elle l'a déjà montré face à Vegas, qui objectivement avait un effectif, en tout cas sur le papier, qui était bien meilleur, y compris aussi Toronto. Elle sait faire aussi du coup face à des super offenses. Moi, le seul truc qui m'inquiète un peu du côté de Montréal, c'est que Tampa a un super power play. Il tourne actuellement aux alentours de 37%, quelque chose comme ça. Ouais. Là, je crois qu'il n'y a que le 5e but qui a été marqué en situation Oui, exactement. de power play. Les 4 premiers, il était en 55. C'est ça. Alors, Montréal a un très bon penalty kill, hein, donc c'est le meilleur. Je crois qu'ils sont à 90% de penalty kill. C'est le meilleur penalty kill. Mais s'ils arrivent à gérer le penalty kill, mais que c'est pour sombrer en 5 contre 5, ça va s'annoncer très compliqué. Ouais. Et d'autant plus que tu sais très bien que plus tu vas, que même si tu as un bon penalty kill, t'es face à une machine en power play, et qu'il y a un moment donné où tu vas forcément concéder des buts. Donc si en plus de ça t'es pas entre guillemets t'es pas solide en 5 contre 5, ça va être très compliqué. Ensuite, et je vais finir là-dessus. Moi, je trouve que certains joueurs en tout cas sur le premier match, certains joueurs des Canadiens, je pense notamment à une action de Gallagher où il se retrouve quasiment 1 contre 1 avec Vasilevski et rate complètement face à Tampa et face en tout cas à cette défense et à ce gardien. Des actions comme ça, t'en as pas 20 dans le match. Il faut les inscrire. Et il y a un moment donné où j'ai un peu peur qu'ils pêchent aussi par manque de réalisme. Le coach des Canadiens avait mis, on va dire, un petit peu sur le stress de ce premier match de Coupe Stanley pour l'entièreté quasiment de son effectif, comme une des raisons aussi de la défaite et du fait qu'ils n'aient pas réussi. Ils ont eu pas mal de retard à l'allumage. Je ne sais pas ce que tu en penses, Samuel. Ils ont mis du temps à rentrer dans le match. On voyait des vidéos de leur entraînement où c'était, c'en était presque comique, où ils glissaient il glissait sans arrêt. Carey Price qui prend un palais, je crois, au niveau du cou. Donc, et il n'y a que à partir du moment où ils ont été menés 2-0, où là, ils se sont dit, tiens, ça serait peut-être bien qu'on se réveille, parce que sinon, on est parti pour prendre une piquette. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu ça aussi, le fait d'avoir la première fois, quoi, le premier match en finale de Coupe Stanley qui a pu les mettre dans cet état? Très probablement. Enfin, on a un effectif de Montréal qui est évidemment beaucoup plus jeune, moins expérimenté que celui de Tampa qui a déjà gagné la Coupe Stanley l'année passée. Mais en tout cas, je pense que dès le début du match, ils se sont peut-être focalisés sur l'idée de ne pas prendre de pénalité. Ouais. Parce que le power play de Tampa est trop fort et parce qu'ils voulaient éviter les problèmes qu'ils ont eu en début de saison, beaucoup de problèmes de discipline. Et là, si on regarde la physionomie du match, ils prennent 2 minutes de pénalité sur les 2 premières périodes et ils prennent 6 minutes de pénalité, dont 4 minutes dans les 5 dernières minutes encore du match. Donc, je pense que ils ont peut-être un peu manqué d'expérience pour gagner ce premier match, mais il y a quand même des statistiques qui sont relativement encourageantes pour Montréal. Déjà, ils sont arrivés à égaler le niveau d'intensité de cette équipe de Tampa avec 58 charges à 57, ce qui est énorme pour un match de hockey. Ils sont arrivés à garder la tête froide en termes de pénalité. Bon, Carey Price
pas réalisé un super match au niveau statistique avec seulement 80,48% d'arrêt, ce qui n'est pas génial. Mais c'est assez encourageant de voir que ils se sont déjà retrouvés en situation d'élimination. Et dans tous les cas, ils n'ont rien à perdre, Montréal. Oui. Même s'ils s'arrêtent dans 3 matchs qui se font sweeper par Tampa, ils auront fait un très beau parcours. Et donc, je pense que ça va peut-être leur permettre de déstresser un peu, de constater qu'ils ont fait un beau parcours et qu'il faut tout donner pour donner le maximum, que dans tous les cas, qu'ils ne regrettent rien. Ça va probablement jouer dans la tête des joueurs du CH qui, même s'il y a des jeunes, il y a quand même pas mal de joueurs d'expérience avec Weber, Perry, Price ou encore Gallagher. On verra ce que la fraîcheur des jeunes peut apporter et ça va être très compliqué évidemment d'aller chercher le Lightning, mais comme ils nous l'ont prouvé depuis le début de ces playoffs, Montréal est capable de tout et peut aller chercher la coupe, même après ce match 1 où ils ont pris 4 buts d'écart. Ils sont pas, la différence n'était pas flagrante. Jordan? Non, je suis assez d'accord avec Samuel. Après, des joueurs qui ont de l'expérience, enfin qui ont déjà joué des finales, il y en a quand même du côté de Montréal et des joueurs aussi qui l'ont remporté. Eric Staal enfin d'ailleurs ils l'ont fait venir entre autres pour C'est ça. pour ça. Eric Staal l'a remporté, Corey Perry, pareil aussi qu'ils avaient signé, l'avait déjà remporté. Alors certains ont fait en tout cas avaient déjà fait des très beaux parcours. Je sais, enfin Jonathan Drouin avait déjà fait une finale de conférence avec Tampa avant d'arriver à Montréal. Donc je sais, enfin je sais pas si évidemment je pense qu'il doit y avoir un peu de stress pour certains joueurs et que d'un autre côté ils doivent se dire aussi qu'ils sont là un peu par hasard. Maintenant, si c'est entre guillemets aussi comment dire, le rôle du coach de l'équipe, d'aller un petit peu calmer ses troupes et d'aller leur expliquer, en tout cas, enfin, ouais, les remettre bien. J'avais beaucoup aimé le discours de Rick Barnes l'an dernier avec Dallas. Et comment en fait il avait justement en fait appréhendé le fait que son groupe pas forcément super expérimenté arrive en finale face au Lightning où il avait interrogé en fait les vétérans en leur demandant combien de saisons ils avaient fait dans la NHL et combien de finales ils avaient connu. Et donc, ça n'avait, je crois qu'à part Corey Perry, qui en avait vécu une, la plupart de tous des autres qui avaient qu'un 10 ou plus de circuits, n'avaient quasiment jamais fait de finale. Et je pense que en tout cas, il faut que les joueurs du Canadien, en fait, se rendent compte que peut-être, et c'est un peu triste à dire, et même sûrement, ils n'iront plus jamais. Parce que Ouais, la majorité des joueurs y vont une fois. C'est ça, ouais. Et voilà, et donc du coup, enfin, je pense pas que ce soit en tout cas, une bonne raison, parce que, alors, elle est peut-être véridique, mais en tout cas, si c'est le cas, c'est-à-dire que c'est à un moment donné une défaillance du coaching. Et je trouverais ça un peu triste parce que c'est en même temps aussi le coaching de Ducharme qui a un peu transformé cette équipe et qui leur a permis de passer d'une équipe d'une moyenne en saison régulière à un vrai juggernaut. Samuel? Oui, il y a un point que je voulais quand même aborder, qui va peut-être être clé dans cette finale, c'est pas l'absence de stars, mais l'absence d'un énorme scoreur offensif du côté de Montréal. Il y a les stars qu'on connaît, donc du côté de Tampa, elles se sont montrées dès le premier match avec 3 points de Kucherov dans le début, 3 points de Point, un but de Stamkos. À Montréal, je vois personne capable de s'élever à ce niveau-là et de vraiment prétendre à un nom de superstar offensive. Je pense que c'est les joueurs qui peuvent faire vraiment la différence dans ces séries. Après, évidemment, le groupe a une énorme importance. On a vu que le groupe de Montréal était très fort. Mais dans les finales, c'est encore plus particulier. Et
il faut un joueur qui se détache. Peut-être qu'il y en aura un dans la suite des séries et qu'il aura le trophée de MVP des finales. Mais pour l'instant, à Montréal, on n'a pas encore, à mes yeux, ce joueur clé qui va apporter dans le jeu offensif le petit truc qui va permettre à Montréal de scorer 2-3 buts et pour bien défendre après et gagner des matchs. Oui, c'est sûr que quand on regarde juste les effectifs, évidemment, et c'est ce qu'on avait mis dans la preview de la finale, c'est que le Lightning c'est même pas doté, ils sont surdotés et tu as l'impression que sur toutes les lignes, ils sont supérieurs à Montréal. Alors, est-ce que sur la durée, et on l'a vu sur la série précédente, le Lightning a été capable, et ce qu'on disait juste avant de commencer l'émission avec Jordan, le Lightning a été capable d'en coller 8 aux Isles, quand même, qui sont quand même réputés pour être plutôt rugueux et très bons défensivement, pour finalement terminer en match 7 et sur un petit 1-0. Donc, bien entendu, Montréal aura, à mon avis, aussi besoin d'un Carey Price comme ils l'ont eu au tour précédent face à Vegas, face à Winnipeg ou face à Toronto, parce que sans ça, en face, ils vont pas lui laisser la moindre chance. Je sais pas ce que Jordan, puisqu'on en parlait tous les deux avant l'émission. Est-ce que le Lightning, est-ce que Montréal va pouvoir revenir et égaliser ou prendre l'avantage et pousser dans ces retranchements de Lightning? Alors, oui, est-ce qu'ils vont pouvoir revenir? Je le pense. Je pense qu'ils peuvent aller gagner ce soir. Ça, pour moi, enfin, comment dire, ça fait aucun doute. Est-ce qu'ils gagneront les séries? Je pense pas. Pour être tout à fait franc, je pense pas, parce que le Lightning est une telle machine. Mais en fait, en préparant donc le podcast, je réfléchis, enfin, en regardant un petit peu les trophées, etc., je réfléchissais à qui allait gagner le trophée Conn Smythe, donc celui du meilleur joueur, enfin, du meilleur joueur des séries. Alors, je pense que si le Lightning gagne, il n'y aura pas photo, ce sera Kucherov. Hein. Oui. Et en fait, c'est un peu triste le constat que je vais faire pour les Canadiens, c'est que si les Canadiens gagnent, alors ce serait éventuellement Carey Price, Ouais. ou alors Kucherov quand même. Tu penses que oui, je vois où tu veux en venir. En fait, il y a personne qui se dégage. Et c'est ce que disait Samuel. En fait, il y a tellement peu d'individualité dans cette équipe de Montréal que même en fait, malgré, je dirais le 4-2 contre Vegas, la remontada contre Toronto, le sweep contre Winnipeg, en fait, on voit même pas en fait de joueurs, je dirais, qui pourraient aller gagner le Conn Smythe à part Carey Price qui est le gardien. Et pour moi, la clé, alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire évidemment, la clé pour Montréal, et c'est ce qu'avait plus ou moins essayé de faire New York, enfin les Islanders, c'est de bloquer les tirs. Tu te rends compte que en règle générale, quand les Highlanders ont réussi à gagner, c'est parce que en face, Tampa avait du mal à cadrer, du coup, ils étaient bloqués à 2 buts, un but par match, mais qu'en revanche, dès que Tampa dépassait les 3 buts, clairement, les Highlanders revenaient pas. Ça a été plutôt pareil pour les Hurricanes. Ça a été aussi le cas avec les Panthers ont toujours pris, enfin mis à part un match effectivement où là ça a été un peu du ping-pong, autrement ils ont quand même pas mal pris des scores fleuves. Donc voilà, en fait, pour moi, la solution, elle va être là. Il va falloir déjà limiter les phases de power play et surtout au-delà de ça, empêcher les tirs empêcher les tirs en situation de 5 contre 5. Montréal ne marquera pas beaucoup de buts. Ça a tout été le cas pendant toutes les séries. Ils finissent avec quand même,
ils battent Toronto en 7 matchs avec un différentiel négatif. C'est-à-dire qu'ils ont encaissé plus de buts sur les 7 matchs que ce qu'ils n'en ont marqué. Non, mais je le vis très bien. Il n'y a pas de... Oui, ça se sent dans tes remarques. il n'y a pas de remords dans la boîte. Voilà. Mais non, non. Et donc, bah, du coup, en effet, de toute façon, c'est comme ça que ça va marcher. Et moi, c'est là mon point d'inquiétude, en tout cas. Enfin, s'il y a une chose à corriger de ce match-là, c'est il faut aider Carey Price comment dire, en 5 contre 5. Alors, certes, il a rentré une fiche de 80% d'arrêt. C'est pas fou. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de situations où j'ai vu Kucherov pouvoir être seul, prendre des tirs. Et ben là, malheureusement, c'est aussi un peu à. Enfin, comment dire? C'est aussi un c'est peu à la défense aussi. À la défense aussi, là, d'avoir un supplément d'âme et de. Enfin, bah, j'ai pas dire mourir sur la glace, mais pas loin, quoi. Oui, oui, c'est ça, de tout donner à chaque l'image match. est là. Exactement. Je rejoins assez vos analyses l'un et l'autre sur cette finale. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cette finale, Jordan, Samuel? Peut-être un petit pronostic du coup. Alors, un peu biaisé puisqu'on a déjà le match 1, donc bon. Voilà, mais est-ce que cette finale va se dérouler en 4, 5, 6 ou 7? Je vais commencer, Vas-y. si ça vous va, et à mon Vas-y. avis, alors, si j'étais audacieux, je dirais 4-3 Montréal, mais je vais dire 4-2 Tampa. Parce 4-2 que Tampa. Montréal va peut-être avoir un excès d'orgueil à un moment donné. Les matchs à Montréal vont être très difficiles à gagner, je pense, pour Tampa. Par rapport à la ferveur des partisans, etc. Mais dans le jeu, je vois pas vraiment comment. Même peut-être Tampa en 7, parce que Montréal en finale, à domicile, ça va être le feu au Centre Bell. Ouais. Même si la jauge est réduite, les partisans vont pousser toute cette équipe du Canadien et je vais peut-être rester même sur les Canadiens en 7 qui vont gagner au match 7 à Tampa, c'est pas grave. Je tente un choix audacieux et on me prendra pour un fou si ça passe pas et pour un génie si ça passe. C'est ça, c'est exactement Voilà. ça. Bon, Jordan, je te demande pas si le Canadien va gagner puisque je sais que tu veux que Tampa gagne. Alors, du coup, en 4, 5 ou 6? Alors, en fait, je vais être, comment dire, j'ai envie, effectivement, je préférais que ce soit Tampa qui gagne, hein, mais je commence à considérer que je suis vraiment un chat noir, et donc, du coup, je me demande si je suis pas maudit jusqu'au bout et que je vais pas assister à une victoire du Canadien. Non, non, en vrai, je vois Tampa en 6 matchs. À mon sens, et enfin, c'est peut-être très bien pour Stamkos et Kucherov, hein. Mais à mon sens, ils ont pu faire l'exploit face à Vegas. En fait, c'est un peu comme Dallas, ils le feront pas 2 fois et pas face à ce Lightning. C'est ce que j'étais en train d'essayer de me souvenir. Je ne sais plus l'année dernière en combien de matchs Tampa avait gagné, mais il me semble que c'était Tampa a gagné en 6 matchs. En 6, ouais. Après une qualif complètement. Enfin, Dallas d'ailleurs s'était qualifié de manière complètement folle contre, je crois que c'était les Habs, en match 7 en overtime avec un but de Kiviranta. Mais malheureusement, ils étaient menés 3-1 et puis ils avaient réussi à revenir à 3-2 avant de s'effondrer dans le match 6. Eh ben, moi, je vais rester sur 4-2 Tampa. 4-2 Tampa aussi. Je pense que effectivement, à Montréal, ça risque d'être difficile d'aller en chercher. Mais le match 5 sera, comme souvent dans les séries, sera le match pivot, le match décisif. Et je pense que Tampa gagnera le match 5 et le match 6 à la suite pour alors aller le gagner là-bas, c'est vrai que ce serait moche pour le Canadien et pour tous les fans français parce qu'il y en a quand même un sacré paquet en France qui soutiennent les Habs. Mais ouais, je pense que Tampa, il y a trop de talent, il y a trop de
Il y a trop de choses qui font pencher la balance vers Tampa. Mais bon. Je crois d'ailleurs, et je crois que j'avais noté ça dans un des articles, je crois que en Stanley Cup, en finale de Coupe Stanley, l'équipe qui gagne le premier match a 75% gagne à 75% la série. Donc, Tampa a fait sans doute pour le moment le plus dur en gagnant le match 1. Mais bon, on verra ce soir, match 2. Si les Canadiens reviennent, ils prennent l'avantage du terrain, enfin de la patinoire. Mais donc à voir. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, messieurs, sur cette finale de la Coupe Stanley? Non, personnellement, non. Il me semble que pour l'information, c'est disponible en direct sur Canal+. Oui. Canal+ Sport pour ceux qui ont la chaîne. Ouais. Voilà. Avec Charles Trognon au commentaire. Comme d'habitude. Très bien. Eh ben, écoutez, merci les gars pour ce nouvel épisode. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast de The Free Agent consacré à la NHL et à la finale de la Coupe Stanley. À très vite.